à Paris. Déjà, quel est l'objectif, quel est le but de votre tournée? Je suis ici à Paris pour rencontrer nos compatriotes sénégalais afin de leur exposer le programme que nous avons, le programme de notre parti, la Convergence démocratique et de gagner, disons, leur adhésion à ce parti-là. C'est un nouveau parti qui vient de naître et nous avons défini un certain nombre de règles dans ce parti-là. Nous voulons que la démocratie interne d'abord soit effective. Parce que ce que nous avons connu jusque-là, c'est des partis où c'est un seul responsable qui décide. Et nous voulons à partir de maintenant changer ces règles du jeu et donner la parole aux militants. Nous voulons également que ce parti soit un parti du militant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. En termes de démocratie, nous allons commencer le placement des cartes très bientôt et les militants désigneront librement ceux qui doivent présider aux destinées du parti. Donc, dans ce domaine, je pense que c'est assez clair dans la tête de tout le monde. Et nous profitons aussi des occasions de nos passages chez nos parents qui sont en Europe, parce que ce n'est pas ici seulement, pour parler du programme de notre parti. Parce que nous avons estimé que nos compatriotes qui se trouvent à l'extérieur, les Sénégalais de l'extérieur, doivent aussi participer au développement du Sénégal. Mais faudrait-il que les conditions soient créées, les conditions du retour de ces immigrés chez nous. Parce que dans beaucoup de domaines, il y a certains qui ont acquis beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience dans des secteurs divers. Et nous voulons que notre pays en bénéficie si une fois ces Sénégalais rentrent chez eux. Nous avons donné l'exemple des Sénégalais qui sont en Espagne ou en Italie, qui travaillent dans des exploitations agricoles, qui depuis longtemps ont pu acquérir des techniques modernes, des connaissances qu'ils pourraient transmettre à d'autres Sénégalais et eux-mêmes, pourquoi pas, bénéficier d'une entreprise familiale, rurale, pour pouvoir demain rentrer au pays. Il faut que notre pays arrive à créer les conditions d'un développement agricole qui puisse satisfaire les besoins alimentaires de nos concitoyens. Dans ce domaine, nous voulons mettre l'accent sur ces produits alimentaires de base. Notre pays importe beaucoup de produits, vous le savez, le riz, le blé, même le maïs qui rentre dans l'alimentation humaine, mais de bétail et de volaille en même temps. C'est important. Et aujourd'hui, nous savons qu'en Europe, le maïs transgénique est aujourd'hui interdit dans certains pays et certainement nous serons la poubelle en Afrique pour déverser ces produits qui sont aujourd'hui très malsains. Donc nous voulons combattre tout ça. C'est pourquoi nous avons axé notre programme sur les besoins alimentaires de nos concitoyens. Ça, c'est un premier axe de développement de notre politique agricole. Mais il y a un deuxième axe qui sera dédié aux produits agricoles d'exportation. C'est important parce que notre pays n'a pas d'or, n'a pas de diamants, mais doit pouvoir travailler sur ces produits-là pour créer beaucoup de richesses. Mais nous nous sommes dit également qu'il faut changer les mentalités parce qu'il faut dépasser l'agriculture saisonnière et aller vers l'agriculture irriguée parce que notre pays aujourd'hui, sa situation hydrographique montre qu'il a les capacités de pouvoir donner de l'eau à tout ce qui en demande pour les besoins agricoles. Donc nous allons travailler sur ces trois axes en matière d'agriculture pour essayer de régler les problèmes alimentaires que nous avons. Parce que nous, dans notre philosophie, nous nous sommes dit qu'un développement ne peut pas se faire sans pour autant avoir une maîtrise complète de nos produits alimentaires. Le Sénégal continue dans divers domaines, même dans le domaine de l'élevage aussi, c'est à peu près la même chose. Notre pays a fait des efforts
mais continue à dépenser près de 70 milliards de francs CFA pour l'importation de la viande et des produits laitiers. Donc nous nous battons autour de ces grandes questions-là qui seront le début de notre développement global, je veux dire, parce que c'est des secteurs, c'est le secteur agricole, c'est un secteur qui est le fondement même du développement, et c'est le secteur qui porte la croissance, comme quelqu'un l'a dit, mais c'est le secteur également qui booste les autres secteurs. Parce que après ce secteur-là, nous voulons développer un secteur industriel de transformation qui est important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face à certains grands pays, tels que les pays émergents, la Chine, l'Inde et le Brésil, à un certain type d'industrie. Mais l'industrie de transformation, nous pouvons avoir une bonne maîtrise et créer beaucoup d'emplois autour de ça. Donc, c'est cette réflexion-là que nous voulons engager avec les cadres, les Sénégalais en général, toute la diaspora sénégalaise. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes allés comment dirais-je, en Italie. Nous reviendrons pour faire toute la France, faire les autres pays européens également, mais les pays d'Amérique du Nord, et partout où se trouve une forte concentration des Sénégalais, nous allons aller et discuter avec ces Sénégalais. Alors, Monsieur le Président, dans votre programme, vous avez émis une proposition qui nous paraît être assez intéressante, c'est la limitation de tous les mandats électifs. Oui. Pourriez-vous revenir sur la pertinence de cette proposition? Tout à fait. Je dis qu'en matière de démocratie, pour l'approfondissement même de la démocratie et pour permettre à un plus grand nombre de Sénégalais de participer aux jeux politiques, notre parti va faire une proposition importante. C'est-à-dire que seul au Sénégal et dans beaucoup de pays, seul le mandat du président est limité à 2. Mais nous voulons que tous les mandats électifs, que ce soit le député, le maire, le président de région, le président de communauté rurale ou autres mandats électifs, que tous ces mandats soient également limités. Cela permettra, comme je l'ai dit, à beaucoup de Sénégalais de pouvoir participer aux jeux politiques. Mais l'autre intérêt, c'est-à-dire que tout Sénégalais qui a fini ces 2 mandats doit savoir qu'il doit retourner dans la vie active pour continuer à vivre. Mais au Sénégal, on constate un personnel politique qui, après un mandat électif ou une fonction, est chez lui et ne veut plus retourner au secteur productif, ne participe plus donc à la production nationale et continue à consommer. Cela, nous considérons que c'est nuisible au développement de notre pays et nous voulons travailler à ça. Nous allons faire la proposition et les Sénégalais apprécieront, mais le moment venu, je pense que une bonne partie des Sénégalais acceptera cette proposition et donc les modifications. Vous pourriez faire la position au nouveau régime, non? Mais bien sûr, nous allons lancer le débat. Déjà, si nos amis acceptent, ou bien les Sénégalais acceptent cette proposition, nous verrons si nos amis du gouvernement vont aller dans le sens de l'acceptation des Sénégalais. Maintenant, si la plupart des Sénégalais adhèrent à cette proposition et que nos amis n'acceptent pas, bon, nous, une fois au pouvoir, nous allons mettre en exécution cette proposition. Mais je pense que c'est une proposition pertinente pour un pays comme le nôtre, un pays sous-développé. Je pense que nous devons arrêter toujours de faire de la politique et d'essayer d'aller vers les actions de développement. Et je pense que celle-là, cette proposition-là, fait partie des actions de développement parce que c'est une proposition qui va pousser beaucoup de Sénégalais, une fois élus, une fois les mandats terminés, d'aller vers le secteur de la production. Donc, le professeur retourne à son poste, le médecin, ainsi de suite, l'ouvrier, le paysan, et puis on n'en parle plus. Mais c'est en général beaucoup de Sénégalais qui font de la politique et qui ne veulent plus retourner à la vie active. Par rapport à votre stratégie politique purement dite, votre démarche rappelle celle de Macky Sall un mois après la création de la PR. Il avait entamé une tournée dans la diaspora et il parlait peu
vous aussi, vous êtes un peu aujourd'hui, mais vous avez privilégié quelque sorte de terrain dans la diaspora. Est-ce la stratégie gagnante? Est-ce que qui vous inspire? Non, je pense que moi, je pense que j'ai beaucoup parlé d'ailleurs. Vous êtes un peu maintenant. On m'entend peu. Dans les médias, Dans les médias, Oui, bon, avant, on m'entendait peu, mais avant de partir, j'ai fait quelques interviews, ce que je n'avais pas l'habitude de faire. J'ai fait une interview avec un journal et une autre avec une télévision, et je vais continuer à en faire pour exposer le programme de notre parti. Ce sera une différence par rapport à M. Macky Sall que vous avez cité tout à l'heure. donc il vous inspire pas. Non, pas du tout, parce que ce que j'ai fait, je pense que c'est assez novateur. Les Sénégalais de l'Italie m'ont dit que personne, ils n'ont jamais vu un homme politique passer des journées de 8h à 22h avec eux et à écouter tout le monde. Mais ils sont de passage pour exposer quelque chose et puis partir. Mais moi, je suis resté dans les villes où je suis allé. Je suis resté avec les Sénégalais une journée entière à discuter. Et tout le monde parle. Tout le monde parle de ce qu'il veut, de ce qu'il veut exposer. Donc, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je veux écouter les Sénégalais, hein, partout où ils sont. Je ne crois pas que c'est ça que le président Macky Sall a fait à l'époque. Alors, Monsieur le Président, est-ce que réellement, comme l'a dit Omar Sarr, Pape Diop s'est enrichi et aujourd'hui il est couvert par le pouvoir? Vous savez, moi je pense qu'il ne faut pas être de mauvais perdants. Moi, ce sont mes anciens amis qui m'ont déjà blanchi. Parce que ce que Maître Wade a dit en 2004 prouve que je ne me suis pas enrichi dans le pouvoir. Il me semble que M. Omar Sarr a parlé de 87 titres fonciers que j'aurai à Dakar. Moi, je n'ai pas 10 titres fonciers. Et je peux prouver que ces titres fonciers datent d'avant alternance. Donc, vous savez, quelquefois, vraiment, je rigole. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui, après alternance, sont venus habiter aux Almadies. Je ne suis pas de ceux qui n'ont pas conduit des Mercedes de 50 millions ou plus avant l'alternance. Je ne suis pas de ceux qui ont eu leur première 4x4 pendant le règne de l'alternance. Je ne suis pas aussi de ceux qui ont voyagé pour la première fois en classe première pendant l'alternance. Donc, franchement, je pense que il ne faut pas être de mauvais perdants. J'ai quitté le PDS pour les raisons que vous savez. Vous ne m'entendrez jamais dire du mal à quelqu'un du PDS. Parce que je considère que j'ai partagé de bons moments avec ces gens-là. Donc, ce n'est pas la peine de dire des contre-vérités sur une personne pour réussir en politique. Moi, je compte sur les idées, sur les propositions à faire, et le moment venu, les Sénégalais trancheront. Donc, je ne suis pas éduqué d'une certaine façon. Il n'y a pas de deal entre Pape Diop et Macky Sall? Non, ça, franchement, ça également, un de mes conseillers à Dakar a répondu pour dire que pour faire un deal, il faut être dealer. Je retiens bien cette formule-là. Je ne suis pas un dealer. Je ne suis pas un dealer. Je peux jurer que je n'ai pas fait un deal avec Macky Sall. Si Macky Sall me propose de gouverner avec lui, je vous assure que tout le monde le saura. Parce qu'à la sortie de cette audience, j'informerai les militants de notre parti qui trancheront. Ce n'est pas Pape Diop qui va trancher. Donc franchement, tout ça, j'aurai à répondre un jour. Un jour viendra, ça prouvera qui est dealer entre moi et ceux qui m'accusent d'être dealer. Donc vous ne craignez pas la procédure judiciaire qui est enclenchée? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, ce que j'ai répondu aux enquêteurs est assez clair. Et les vérifications peuvent être faites. Donc, vraiment, ça, moi, je ne suis pas de ceux qui ont eu des comptes ici en France.
quand j'avais un compte ici, c'était avant l'alternance, c'était pas moi. C'était ma société, une de mes sociétés, qui a eu un compte à la BNP. Parce qu'un de nos clients qui faisait beaucoup de virements avait estimé que pour faciliter les choses, il faudrait qu'on ouvre ici un compte. Parce qu'en ce moment, quelquefois, il y avait des retards dans les transferts d'argent. Alors que ici, s'il dépose le matin avant midi, c'est dans notre compte, et puis on fait un appel de fonds à Dakar. Depuis, on n'a plus de compte ici. Je ne suis pas de ceux qui ont compte. Vraiment, je pense que ceux-là ont peur aujourd'hui. Parce que si quelqu'un garde de l'argent, où que ce soit dans le monde, en 24 heures, on peut le savoir maintenant. Donc, moi, je n'ai pas peur de ça. Ni ici, ni au Sénégal. Je n'ai pas gardé de l'argent. À un moment donné, les gens ont parlé de coffres chez moi, de souterrains. Mais ça, vraiment, il faut être un peu déréglé pour penser à ces choses-là. En ce moment-ci, hein, comment quelqu'un peut-il penser faire des souterrains? J'ai dit. Vraiment ça. Pour revenir à des sujets un peu légers, les élections municipales c'est en 2014, donc dans 2 ans, 1 an et demi. Est-ce que vous serez candidat à la législature? Ça, je l'ai déjà dit. Donc à Dakar, tout le monde le sait, je l'ai déjà dit. Je dis que notre parti travaillera pour les élections à venir. Je dis que pour les 500 et quelques collectivités locales, si demain étaient organisées les élections, notre parti serait présent sur les 500 et quelques collectivités locales. Ça veut dire qu'à Dakar aussi, nous aurons un candidat. Donc voilà. J'ai dit également que notre souci aujourd'hui, c'est d'être présent dans les 48 000 ou quelques villages du Sénégal. Dans beaucoup de villages, nous sommes présents, mais nous voulons, d'ici 3-6 mois, que dans chaque village, qu'on ait une cellule, un secteur ou 2 ou 3, donc dans chaque village du Sénégal, suivant la taille du village. Donc c'est ça notre objectif. Et aujourd'hui, le parti vient de naître, mais nous sommes présents un peu partout au Sénégal. Donc c'est ça, nous allons y travailler. Pour revenir à l'affaire d'enrichissement illicite, soit illicite ou illicite, que pensez-vous de la plainte qui a été déposée à Paris contre? Je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Vous demandez ça à ceux qui ont déposé cette plainte. Vous pensez que ceux qui sont soupçonnés, ceux qui ont détourné de l'argent doivent le retourner au pays ou... Oui, mais là faudrait-il, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Il ne faudrait pas trop vite aller en besoin. Je pense qu'il faut d'abord détenir des preuves d'évasion d'argent pour parler de retour d'argent. Depuis, moi, je me suis un peu étonné de la manière dont ces choses étaient conduites depuis le départ. Parce que je dis que nous sommes dans un état. Nous aurions dû prendre le temps, 6 mois, 1 an, faire les enquêtes, avant, dire que tel a un compte ici, ça s'élève à tel montant, mais on ne met pas en cause quelqu'un et aller chercher les preuves. Ça également, c'est une démarche qui m'a semblé bizarre. Ça, nous sommes dans un État, et un État, ouais, ça ne crie pas toutes les décisions comme ça, tous les jours. Hein. L'État a tous les moyens d'avoir les preuves, de telle sorte que si quelqu'un est accusé, mais demain on dirait, s'il dit une contre-vérité, demain on lui dira non, c'est pas ça, vous avez tel compte.